je reprends l'expression utilisée même par Donald Trump, on peut dire que c'est un peu, et j'espère que vous me reconnaîtrez, for sure, c'est un peu Top Gun en ce moment. Alors, ma première question, c'est assez incroyable, c'est que par rapport à l'intensité des événements géopolitiques qui se préparent ou qui sont en cours, les marchés, je les trouve relativement calmes. Vous le savez, la plupart des grands indices, si je raisonne au niveau des indices, sont tout de même positifs depuis le début de l'année. Ça va du CAC 40 qui est entre plus 1, plus 2%, au S&P aussi, plus 1, plus 2, jusqu'au Japon qui caracole en tête à plus 14%, les marchés émergents à plus 11%. Et donc par rapport à l'accumulation de cette actualité anxiogène tout de même, qu'on ressent à titre personnel comme anxiogène, je trouve que les marchés sont relativement calmes, en tout cas ils sont positifs. Quand on regarde leurs courbes, ils montent à peu près régulièrement depuis le mois de janvier. Comment expliquer le peu de réaction ou le peu de crainte des investisseurs par rapport à ces premières informations que j'ai citées de caractère géopolitique? Alors je vais commencer. Ils sont calmes, mais ils ne sont pas complètement anesthésiés, hein. Il y a quand même de la volatilité. Vous l'avez vu, hein, récemment. Il y a des prix d'actifs, hein, qui bougent beaucoup pour certains. Ceci étant, je pense que ce qui explique, hein, que les marchés résistent pour l'instant, c'est que le scénario moyen, hein, de la plupart des opérateurs de marché, c'est un scénario dans lequel la croissance résiste, hein, pas trop mal. Si vous regardez les dernières prévisions de croissance du FMI, de l'OCDE au niveau mondial, on a une croissance qui est un peu supérieure à 3%, qui est attendue aussi supérieure à 3% en 2026, une inflation qui rebaisse lentement, hein, y compris là où elle avait fortement monté. Et donc, dans cet environnement macroéconomique, les marchés se disent que finalement, au niveau macroéconomique en tout cas, il y a un scénario qui n'est pas trop mauvais, hein, qui est en train de se dessiner. Je rappelle qu'aux États-Unis, en début d'année, on a de la stimulation budgétaire, hein, qui arrive. Quand on regarde les derniers chiffres de croissance, on a eu 2,5% de croissance l'année dernière aux États-Unis. Et le début d'année n'a pas l'air de s'arrêter complètement. Le taux de chômage reste relativement bas. En Europe, là aussi, on a une croissance qui a été de l'ordre de 1,5% l'année dernière. Et donc tout ça, ça fournit un cadre, un élément qui a tendance à rassurer les marchés. Alors on reviendra après sur ces prévisions, hein, mais je crois qu'il y a effectivement des éléments de fragilité aussi derrière et qu'il faut se méfier, hein, des chiffres tels qu'ils sont annoncés. Quand vous voyez une croissance chinoise à 5%, il y a derrière, hein, une fragilité, notamment des problèmes toujours de déflation en Chine. Et donc il faut relativiser un tout petit peu ces bons chiffres de croissance, mais on y reviendra bien sûr tout à l'heure. Ouais, et puis, enfin, je souscris, hein, on parle d'un scénario central. Euh, il y a un autre phénomène, je crois, qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même beaucoup de chemins qui mènent à des actions plus haut. Ce que je veux dire par là, c'est que si on regarde par exemple ce que peuvent faire des économistes, on regarde des projections de consensus d'économistes aux États-Unis, il y a à peu près une centaine d'économistes de par le monde qui se prêtent à ce jeu de prédiction, et il y en a à peu près un tiers qui pense que la croissance américaine va réaccélérer très fort, un tiers qui pense qu'elle va rester à peu près allez, autour des 2% au potentiel, et un tiers qui pense qu'elle va passer sous le potentiel, donc il y a plutôt des pressions récessives. Bon. Dans le même temps, si vous regardez ce qu'anticipent les stratégistes, donc ceux qui parient ou qui jouent à ce jeu des pronostics sur où seront les niveaux des marchés d'actions, donc du S&P 500, il y en a un seul sur les 60 qui se prêtent à cet exercice-là, qui mettent les marchés d'actions plus bas. Alors on pourrait dire, comme ça, prêt à sourire, on peut se dire, ils sont complaisants, et peut-être pas. Peut-être que dans un scénario où en effet on a une réaccélération de la croissance, parce que voilà, Monsieur Trump, comme tout bon politique, comprend bien que voilà, orthodoxie budgétaire et échéance politique, en général, ça fait pas vraiment bon ménage, donc ça fait de la relance, plus de croissance, plus de résultats, des marchés d'actions plus hauts. Et puis, si je me mets à l'autre bout du spectre, il y a peut-être cette idée aussi que si jamais l'économie américaine notamment décélère, mais ça peut être vrai en Europe aussi, on a une banque centrale qui a quand même des taux de politique monétaire qui sont élevés, plus élevés que l'inflation, donc qui sont restrictifs, donc qui vont baisser ces taux de politique monétaire, et ça va de facto soutenir peut-être l'autre pendant d'un marché d'actions, si je résume, que sont les valorisations. Donc il y a peut-être ça quand même qui se dessine sous la surface, et qu'en fait, tous les chemins mènent à Rome, je ne sais pas, mais en tout cas, beaucoup de chemins mènent à des marchés d'actions plus élevés. Et voilà, vous parliez de volatilité, je pense que maintenant la question à se poser, c'est qu'est-ce qui peut faire dérailler ce scénario-là? Et c'est vrai que la volatilité des actions est basse, enfin, est basse et remonte un peu. La volatilité sur les marchés des devises remonte fort. Et là, le principal marché sur lequel la volatilité n'a pas encore remonté, c'est les marchés de taux. Et c'est peut-être ça qu'il faut regarder, la fragilité de cet environnement-là.
c'est d'avoir des taux d'intérêt à long terme, des taux américains qui vont aller toucher les 5%, des taux européens ou des taux allemands qui vont aller dépasser les 3%. Peut-être ça qu'il faut regarder comme point d'attention, en tout cas, garder en ligne de mire sur ce qu'on fait sur les expositions, où peuvent aller ces marchés d'actifs risqués. Sébastien, donc pourquoi est-ce que les marchés sont aussi calmes et ont l'air bien orientés en début d'année? Peut-être pour reprendre ta question, Christian, 3 idées à partager. La première, je crois que j'avais dit il y a un an, c'était que le Make America Great Again allait faire le méga Make European Great Again. Et ça marche, ça nous réveille. Regardez ce que fait l'Allemagne. Je pense qu'on peut même dire aujourd'hui que le MAGA fait le MAGA, parce que quand on voit ce que fait le Japon, ça fait Make Asia Great Again également. Et donc ça donne quand même un contexte assez sympa sur globalement l'activité mondiale, ça se voit sur les pays émergents également. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée que je voudrais partager avec vous, c'est plus un sentiment qu'autre chose. Moi, j'ai l'impression que le Groenland, ça a été, tu l'as dit en introduction, un peu la ligne rouge qui a fait vraiment prendre conscience que M. Trump allait trop loin. Et vous remarquerez que depuis, d'abord, il est revenu un petit peu en arrière et qu'on a tendance à voir M. Trump un petit peu moins présent. Donc peut-être qu'on a fait le pic sur cette notion d'anxiété par rapport à ce que disait Christian en introduction. Et peut-être la troisième idée, et finalement je retournerai la question, la troisième idée, ou en tout cas ma surprise par rapport à ce début d'année, c'est pas tellement que l'Europe marche bien, c'est pas tellement que l'Asie marche bien, c'est pas tellement que les taux longs se tiennent bien, on fait aussi partie des scénarios, mais c'est peut-être que les États-Unis se tiennent aussi bien. Parce que pour le coup, on a des sujets de valorisation, on a tous en question un certain nombre de choses. Je pense que c'est de ça qu'il faut qu'on débatte maintenant. Alors, vous êtes apparemment tous les trois assez positifs sur la croissance économique pour cette année. Quelle est, d'après vous, la principale source? Les stimuli budgétaires, l'acquis de croissance de l'année dernière, la surprise de la bonne croissance de l'année dernière, le redémarrage des émergents. Quel est le facteur économique, hein, là, reste bien sur le plan économique, qui pousserait cette croissance vers le haut pour une bonne année 2026? Qu'est-ce qui arrive en numéro un? Le budget de la France? Et je remets mes lunettes de soleil, attention. On a une économiste parmi nous, on va la laisser parler. Donc, moi, je suis juste un tout petit peu moins optimiste que ça sur la croissance américaine. Je pense là-dessus, il faut qu'on se pose de vraies questions. Le chiffre de l'emploi hier, il est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'on drive les anticipations vers le bas, il sort un petit peu plus haut, puis ça masque 867 000 destructions d'emplois sur l'année écoulée parce qu'on a changé un petit peu les modèles. Donc pour moi, on a un vrai sujet sur les États-Unis. Le reste, c'est normal qu'on ait une accélération de la croissance, surtout après 2 années où, en tout cas sur la partie manufacturière, on était un petit peu, le monde entier, dans une phase un peu de consolidation. Donc pour moi, tout ça est de point de vue cyclique assez logique. Évidemment, si l'économie américaine, c'est pas mon propos, rentrait en récession, on aurait forcément aussi un peu de grain de sable dans cette analyse de début d'année. Ouais, enfin, vous parlez du déficit français voilà, ou des largesses budgétaires américaines, c'est peut-être ça le fil conducteur, c'est-à-dire que on a quand même des relances budgétaires partout. C'est-à-dire que si je regarde les 5, 6, 7 plus grandes économies dans le monde, ben, elles dépensent et elles stimulent leur économie. Et oui, voilà, il ne faut pas se mettre en face de la Fed, il ne faut sans doute pas se mettre en face des dépenses budgétaires américaines, chinoises, françaises, peut-être un peu voilà, par dépit, ou faute de mieux, mais allemande ou autre. Et sur l'économie américaine, l'économie américaine, elle se tient bien. C'est peut-être un autre facteur qui fait que les marchés se portent bien aussi, c'est qu'en fait, M. Bito le disait, c'est-à-dire que l'économie américaine, elle a très bien performé l'année dernière. Si elle a fait ça avec 800 000 travailleurs de moins, ça veut dire qu'elle arrive à faire autant avec moins. Et donc ça veut dire des gains de productivité importants. Alors c'est un peu du jargon d'économiste, mais en gros ça veut dire qu'on arrive à faire plus de production économique avec moins d'entrants. Et ça c'est quand même une très très bonne nouvelle. Donc c'est peut-être de là que pourrait venir une vraie bonne surprise. C'est-à-dire voilà, des relances budgétaires, on le voit avec la France, il y a des moments où voilà, ça coince un peu. Hein, c'est-à-dire qu'il y a le gendarme des marchés obligataires qui vient siffler la fin de la récréation, parce que ça coûte quand même de s'endetter. Alors que si on arrive à produire plus avec autant de ressources, voire moins de ressources, ça ouvre comme des perspectives tout à fait appréciables. Et donc on rentre dans cette thématique d'intelligence artificielle, gain de productivité et autres. Alors je vais adopter un angle un peu différent et j'ai juste souligné que la croissance américaine, elle tient. Il faut juste comprendre quels sont ses moteurs. Et ces moteurs, ils sont complètement atypiques. C'est-à-dire que si vous regardez d'abord du côté de l'investissement, il y a une partie très dynamique de l'investissement, et ça ne vous surprendra pas, c'est l'investissement en intelligence artificielle. Il est très fort, il y a beaucoup d'investissements. Les entreprises nous annonçaient d'énormes plans, hein, et ça tient.
Le reste de l'investissement aux États-Unis, il ne progresse pas. Hein. Et si vous regardez l'investissement en machines-outils traditionnelles, il ne progresse pas. Et c'est une énorme différence avec ce qui s'était passé dans les années 90, quand on avait eu un surcroît d'investissement dans l'économie. C'était des nouvelles technologies à l'époque, nouvelles technologies de l'information, mais c'était aussi assez largement diffusé dans le reste de l'économie. Là, c'est très concentré dans une partie de l'économie, l'investissement en intelligence artificielle. Deuxième élément, sur la consommation des ménages, elle tient. Mais là aussi, la contrepartie des gains de productivité, c'est que l'emploi n'est pas très fort, les salaires ont tendance à ralentir, à décélérer, et du coup, si vous regardez la masse salariale, elle n'est pas très forte. Elle croît aujourd'hui à peine plus vite que l'inflation, ce qui laisse penser qu'il y a quand même des faiblesses sur la consommation à venir. Alors pourquoi la consommation tient ? Parce qu'elle est tirée par la consommation des plus hauts revenus. Si vous regardez aujourd'hui aux États-Unis, les très hauts revenus continuent à consommer, et c'est une grosse partie de la consommation. Juste pour vous donner un chiffre, les 1% du haut aux États-Unis ont aujourd'hui autant d'actifs financiers que les 80% du bas. Donc c'est pour vous donner une idée de la concentration des richesses. Et ces 1% du haut, et en réalité les 20% du haut, ont vu sur les dernières années une très forte augmentation de leur richesse. Ils détiennent plus de 90% des actions aux États-Unis. Et donc ça fait qu'une partie de la consommation, c'est 20% du haut, c'est une bonne part de la consommation. Alors les chiffres diffèrent selon les économistes, il y en a qui disent que c'est 40% de la consommation, d'autres qui disent que c'est plus de la moitié. Mais en tout cas, c'est une partie de la consommation qui résiste et qui permet à cette économie de croître. Donc attention, c'est un cycle très particulier, c'est une croissance qui tient, mais qui est très particulière, qui repose sur l'investissement en IA, sur des gains de richesse et une consommation des hauts revenus. Et le dernier élément, et ça c'est un élément qui est favorable en début d'année, une stimulation budgétaire, et là je vous rejoins complètement, qui fait que ça devrait tenir, il n'y a pas de raison que la croissance américaine s'arrête rapidement. Votre prévision de déficit budgétaire américain, on passera à 7, 7,5% avec le programme de Donald Trump? Il va rester à 6%. Les dernières projections du CBO sont sorties hier, je crois. On va avoir 6%, mais ça suppose que les droits de douane se pérennisent et qu'on reste avec des droits de douane à peu près au niveau actuel. Donc on a à peu près 300 milliards de dollars par an de recettes liées aux droits de douane. C'était le sujet que je voulais aborder. Donc c'était le grand thème de l'année dernière, les droits de douane imposés par l'administration américaine. Est-ce que c'est pas en train de se calmer, voire de s'estomper? La dernière actualité, c'est finalement un accord entre les États-Unis et l'Inde qui rabaisserait à 15% les droits de douane qui étaient imposés aux importations sur la plupart des importations indiennes. Donc est-ce qu'on peut se dire que ça n'est plus la préoccupation numéro 1 des marchés? Rappelez-vous le mois d'avril de l'année dernière, quand il y a eu le Liberation Day et l'annonce de ces droits de douane faramineux, on avait dit, même certains disaient, ça y est, on rentre en récession. Est-ce qu'on peut dire que le sujet est évacué, que finalement on va arriver bien tranquillement vers un 10-15% de droits de douane moyen, comme une sorte de TVA, et ça ne joue pas sur l'inflation, ça ne joue pas sur les taux d'intérêt, ça ne joue pas sur la croissance? Quelle est votre position sur ce sujet? Il faut faire attention. En moyenne, aujourd'hui, on est effectivement autour de 12% de droits de douane moyens aux États-Unis. On vient de 2. Donc il y a quand même une remontée des droits de douane qui est relativement forte. Elle est moins forte que ce qui avait été annoncé avec le grand tableau là, en fanfare au mois d'avril dernier, où on craignait des taux beaucoup plus élevés. On était plutôt à 20%, quelque chose qu'on n'avait jamais vu depuis le début des années 30. Ceci étant, on est en moyenne quand même autour de 12%. Alors, est-ce que c'est terminé ? Pas complètement. On a dégagé le terrain, on a moins d'incertitudes, on a négocié des accords. Beaucoup de pays, d'ailleurs, ont cédé, très peu ont résisté. Ce qui explique aussi que l'effet sur l'économie a été plutôt plus faible. Il n'y a pas eu de riposte, sauf la Chine, qui a été la seule à résister. Donc, est-ce que les effets sont complètement derrière nous ? C'est pas complètement évident. Si vous regardez aux États-Unis, il faut rappeler que l'année dernière, les entreprises s'étaient précipitées pour importer avant la hausse des droits de douane, et que pendant toute l'année dernière, elles ont puisé sur leur stock, et ça leur a permis, de maintenir leur marge sans forcément augmenter les prix. Ce qu'on voit en début d'année aux États-Unis, c'est qu'il y a quand même un peu de hausse de prix, des prix des biens, que certaines entreprises se posent la question de répercuter un peu plus sur le consommateur, et donc on n'a sans doute pas vu complètement tous les effets
en tout cas sur l'économie américaine et sur l'inflation des prix des biens aux États-Unis. C'est ce que dit Madame Lagarde. Oui. C'est les précautions qu'elle emploie systématiquement quand elle prend la parole. On va tourner, puisque je vois qu'on me fait signe pour le temps, sur les droits de douane, parce qu'on a plein d'autres points à voir. Sur les droits de douane, et si j'essaie de faire un peu le lien de ce qui a été dit, il y a ce qu'on appelle aux États-Unis donc une économie en forme de K, pas comme Kevin, mais comme, on va dire, deux jambes. Une jambe qui se porte bien, on en a parlé, hein, les 20% les mieux disants, et puis les 80% autres. Et c'est bien ceux-là qui votent. On a quand même des échéances électorales en octobre aux États-Unis. Et donc, sans doute qu'il y aura moins de pression, en tout cas moins de surenchère sur le front tarifaire de par l'administration américaine, parce que ces enjeux de pouvoir d'achat, c'était très présent en Europe il y a quelques années, ils sont très présents aujourd'hui aux États-Unis, on en a parlé. Pour autant, on va dire, il y a quand même un mouvement qui s'est mis en place, qui est celui d'un monde, on va dire, peut-être un petit peu moins globalisé que par le passé, et ça c'est sans doute de nature à rester, à durer plus longtemps, et oui, faire fabriquer aux États-Unis, alors mieux ou pas mieux, Great Again ou pas, je me garderai bien de le dire, mais en tout cas faire aux États-Unis, ça coûte plus cher que faire en Chine, ça coûte plus cher que faire en Inde. Donc sans doute que cette dynamique de prix, d'inflation, elle est là pour durer. Et puis il y a aussi le pendant de ça, c'est-à-dire que s'il y a moins de tarifs douaniers, il y a de la relance budgétaire, on a la saison des remboursements fiscaux d'impôts aux États-Unis qui vont arriver là au tournant du trimestre. Ça veut dire que le consommateur moyen américain, celui qui ne consommait pas trop, potentiellement il va consommer davantage. Donc ça veut quand même dire qu'on peut avoir des soutiens sur les prix plus durables qu'un soutien ponctuel, en tout cas un niveau de prix plus élevé ponctuel lié à la mise en place de tarifs douaniers ponctuels. Oui, enfin, pose-moi une autre question, Christian, parce qu'à mon avis, les droits de douane maintenant, on s'en fout. Ça joue chez les journalistes et Vraiment une autre question, conjoncturellement. elle sera plus dure. Elle sera beaucoup plus dure parce que aussi le point majeur de l'année dernière et même déjà depuis le début de l'année, pour une gestion de portefeuille raisonnable, c'est-à-dire diversifiée, internationale, qu'est-ce qu'on fait avec le dollar? Est-ce qu'il a fini sa chute? Est-ce qu'on va à 1,25 ou est-ce qu'on revient à 1,10? Ah oui, le dollar. Non, mais alors, c'est toujours pareil sur l'échange. Quand le dollar était à 1 parité, je pense qu'il y avait presque unanimité des stratégistes pour dire qu'il allait continuer à monter. Là, on est à pas loin des 1,20. À mon avis, c'est possible que ça se stabilise. D'ailleurs, ça s'est stabilisé depuis quelques mois. On est sur une pente déclinante, mais enfin, maintenant, c'est tout le monde qui nous dit ça. Donc, c'est pas forcément dans tous les paris à faire le pari le plus important à faire. Il est sûrement important pour vous parce que quand même, dans les allocations d'actifs, des gestions privées, des CGP parfois, il y a maintenant beaucoup de choses qui ont été achetées aux États-Unis. Et les États-Unis ont commencé à baisser en réalité. Ça s'est fait par le dollar plus que par les marchés. Je pense que c'est que le début. Peut-être que ce sera par les marchés la prochaine fois, mais c'est un pari consensuel. Une autre question. Sur le dollar, c'est une position chez Carmignac, vous avez des positions importantes. Ouais, Vos portefeuilles on a diversifiés. des portefeuilles globaux et donc ça a un impact important. Et puis, je veux dire, un dollar plus faible, ça a un impact massif sur la croissance économique mondiale. Hein. Je veux dire, si vous êtes directeur des finances ou ministre des Finances d'un pays dit émergent, vous empruntez un dollar plus faible, ça veut dire que ça vous coûte quand même beaucoup moins cher de rembourser. Donc ça a quand même un effet de reflation, là aussi, de relancement de l'économie particulièrement important. Là, si je regarde des fonds comme on peut les gérer, donc Carmignac Patrimoine, on a à peu près une quinzaine de pourcents de dollars dans le portefeuille. Donc on va dire plutôt dans le bas de la fourchette. Puis si je dois jouer au jeu des pronostics ou lancer le dé, ça dépend. Voilà, je le mettrai plutôt à 1,25 qu'à 1,10 pour répondre à ta question de façon, de façon très directe. Voilà. Alors, notre pari est un peu différent. Nous, on pense que le dollar va se déprécier contre un certain nombre de devises asiatiques en particulier. Hein. Le yen est aujourd'hui très bas. Donc, on pense qu'il y a un certain nombre de devises asiatiques qui ont du potentiel pour se réapprécier face au dollar. Sur l'Europe, ça va être en fonction... La position de l'administration américaine, elle est très claire. Hein. C'est Miran avait fait un rapport fin 2024 et il nous explique très clairement que les États-Unis veulent à terme un dollar plus faible. Hein. Donc leur position est très claire. Le risque, c'est qu'ils érodent un peu la confiance et que effectivement l'euro soit poussé à s'apprécier un peu. Il nous semble que la Banque centrale à ce moment-là européenne a des marges pour baisser les taux et essayer de modérer un petit peu l'appréciation de l'euro.
quand vous regardez les choses un peu en perspective, en change effectif contre toutes les devises, l'Europe s'est un peu appréciée l'année dernière, mais on parle de 3-4%. On n'est pas sur un mouvement d'appréciation dramatique qui remettrait complètement en cause le scénario. Donc le pari qu'on fait, nous, c'est qu'on reste autour de 1,20. Alors les économistes sont toujours très mauvais pour prévoir les changes, mais on serait plutôt à 1,20 contre euro et à une dépréciation du dollar contre un certain nombre de devises asiatiques. C'est une question difficile. Alors, on va essayer de rentrer juste sur une question à l'intérieur des indices. Je vous avais dit, oui, ben ça va, le marché français, il est à plus 1, plus 1,5. Mais quand on regarde ce qui se passe à l'intérieur des indices, pour les gestionnaires de portefeuille présents ici, oh, alors là, il y a de la volatilité, ça chauffe. On a l'impression que ça s'exprime à l'intérieur de la gestion. Les marchés restent à peu près à leur niveau, mais il se passe de sacrées choses. Vous avez vu hier tout de même avec Dassault Systèmes, avec Capgemini, ou une valeur européenne, un des leaders européens comme SAP. Waouh, à l'annonce des résultats et à quelques prévisions un peu en retrait sur l'avenir de l'IA et l'importance des investissements à faire sur le domaine de l'intelligence artificielle, ça a entraîné une rotation sectorielle incroyable qui fait qu'on se retrouve avec les meilleures performances sur le CAC 40. Quand vous faites sur Boursorama le palmarès depuis le début de l'année, vous allez retrouver Pernod Ricard, Michelin ou Orange. Donc il se passe beaucoup de choses à l'intérieur des indices. Est-ce qu'on peut dire que c'est le retour de la vieille économie, c'est-à-dire des valeurs qui avaient été délaissées comme le Dow Jones industriel qui, pour la première fois depuis 5 ou 6 ans, je crois, en performance depuis le début de l'année, bat le Nasdaq. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Le retour des General Electric et des Coca-Cola. Alors, est-ce que ce mouvement, c'est juste un mouvement d'agacement ou de protection par rapport aux risques que j'avais évoqués, notamment les risques géopolitiques, ou vraiment une rotation de portefeuille qui sera toute la thématique de cette année? Non, enfin, je crois que la rotation de portefeuille, elle a commencé. Tu le disais, Trump, alors est-ce qu'il fait mieux, enfin, est-ce qu'il aide à faire l'Europe great again ou Asia great again? Je crois qu'il arrive à faire the rest of the world great again. Et ça, on peut lui quand même le remercier pour ça. Voilà, si je regarde en 2025, les marchés émergents, ils font mieux que les marchés américains. C'était pas arrivé depuis 17 ans. Voilà, ça dit quelque chose. Je ne sais pas, on parlait du dollar, je regarde la performance je suis investisseur européen, je regarde la performance du Nasdaq en euros, donc on en parle tous, de ces 7 magnifiques, c'est des super entreprises, il n'y a pas de doute là-dessus, on en parle toute la journée. Pour autant, le Nasdaq en euros l'année dernière, ça fait 4% de performance, 4%, ça fait moins que des marchés du crédit européen. Donc oui, il y a quand même cette thématique-là, ou cette idée-là qu'on peut avoir une forme d'élargissement des moteurs de performance, qu'il y a de la valeur à aller trouver dans des bancaires européennes, dans des sociétés qui vont faire de l'exploration minière au Brésil. On arrive à délivrer des performances à 2 chiffres. Donc ça, c'est un élément de réponse. Oui, l'IA, si on fait de la politique fiction, demain, il y aura beaucoup plus de valeur. Quoi que ce soit qui utilise un cerveau et un clavier d'ordinateur pourra être disrupté, en tout cas remis en question, remis en cause. Et donc, il y a davantage de valeur sur des entreprises de l'ancienne économie. Après, sur les valeurs dont tu parles, je pense qu'il y a aussi un aspect de valorisation. C'est-à-dire que quand on voit, je sais pas, des sociétés qui font du calcul quantique, qui traitent alors, il n'y a pas de ratio court-bénéfice, qui ne sont pas encore de bénéfices, mais voilà, des ratios prix sur vente à 150, 200, ça interroge. Et voilà, à l'inverse, peut-être que des entreprises, des distributeurs, des fabricants d'alcool français, quand il n'y a plus grand-chose d'anticipé, on voit les mouvements très forts qu'on peut avoir, parce que plus personne n'en a, voire tout le monde vend ces types de valeurs-là. Donc, alors là, je prêche un peu pour ma paroisse, mais oui, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités ou beaucoup de valeur à aller chercher, investir ailleurs que dans les 7 magnifiques. Je pense notamment aux pays émergents, mais ça se trouve ailleurs, plus près de chez nous aussi. Ouais. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Ce que tu as dit, Christian, moi j'aime bien jouer au jeu du long short en début d'année. Mon long, c'est Pernod Ricard, mon short, c'est Nvidia. Donc ça veut dire qu'il y a 2 questions dans ta question. Il y a est-ce qu'il y a des valeurs à aller chercher qui ne sont pas chères? Oui. Pernod Ricard, c'est un bon exemple. Il y en a plein d'autres. Il y en a en Asie, il y en a en Amérique latine, c'est vrai. Et la deuxième question, évidemment, c'est la valeur relative en face de la tech. Et je pense que c'est la clé de voûte et il faut qu'on travaille un petit peu cette question. Je voudrais revenir sur la notion de CAPEX pour partager. On a tous une idée sur il y a une bulle ou pas sur la tech et je ne vais pas vous donner la mienne ou la deviner. Une chose sur les CAPEX. Les CAPEX, ça produit quand même 2 choses. Pour revenir sur la question du moment, ce sera quoi la rentabilité des CAPEX? On annonce 200 milliards par-ci, 200 milliards par-là, en gros à peu près 1000 milliards. Et quelle sera la rentabilité de ces CAPEX-là? Mon stratégiste australien qui fait ces calculs-là, il a été repris depuis,
calcule que même si on met un prix d'abonnement, même si on met ceci, même si on met cela, on n'arrive pas à avoir une rentabilité de ces 1000 milliards, compte tenu de l'obsolescence aussi des CAPEX. La seule façon de la lire, cette rentabilité, c'est s'il y a un winner takes all et qu'il a bien fait d'investir 200 milliards, parce que si c'est lui qui remporte le pompon, il arrivera à rentabiliser. Ça veut dire que les autres boîtes qui font ces investissements-là, elles ne sont pas idiotes. C'est pour ça qu'il y a une bulle. Elles se disent, si je ne le fais pas, je vais être le loser. Donc je suis obligé de le faire. Donc moi aussi, je suis obligé de mettre 200 milliards. Et il y a plein de gagnants, hein, Schneider, Legrand qui publie ce matin, qui permettent de gagner par rapport à ça. Donc, je crois que c'est vraiment cette clé de voûte-là. Ça, c'est le premier message. Le deuxième message sur les CAPEX, et ça rebondira sur ce que vous avez dit sur la partie macro, c'est que ce qui compte en macro, c'est pas tellement le montant, c'est la variation du montant. Et c'est pour ça que je vais vous donner aussi la notion de timing. Le timing, c'est cette année. Parce que c'est cette année qu'on va avoir la dérivée seconde, c'est-à-dire l'accélération des CAPEX qui va se réduire. Ce sera toujours plus, mais le montant en plus, c'est ça qui compte en économie pour faire des calculs de croissance, va se réduire quand ce mois-ci, le mois d'avant, le mois prochain, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est cette année où on voit un petit peu cette inflexion qui va se passer. Et donc c'est cette année, à mon avis, qu'il va falloir vraiment faire les choix sur l'IA ou qu'on aura peut-être un peu de secousse sur cette partie-là. Et l'autre impact que ça a, pour rebondir sur ce qui a été dit sur la croissance, et cette économie qui fonctionne avec 20% seulement des Américains et qui n'ont pas d'emploi pour les 80 autres qui se développent, là aujourd'hui, quand on voit les volumes qu'il y a en bourse, sur Nasdaq, etc., ça veut dire que les particuliers, ils n'ont plus le choix. S'ils veulent préparer leur retraite, ils sont obligés de prendre du risque. Normalement, on prend du risque parce qu'on a le choix. Aujourd'hui, ils prennent du risque parce qu'ils sont obligés, parce qu'il n'y a pas de revenus dans l'emploi et parce qu'il y a des incertitudes sur leurs enfants. Moi, mon inquiétude, elle est typiquement là, et je vous demande effectivement de me challenger par rapport à ça, parce que c'est effectivement la clé de voûte. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il y a du Pernod Ricard, il y a des indices qui sont pas très hauts, l'indice français en fait partie. Donc, ce n'est pas une question que les actions sont trop chères. Il y a des actions qui sont chères, il y a plein d'actions qui ne sont pas chères. C'est celle-ci qu'il faut aller chercher. Oublions pas Rémi Cointreau, hein. Ce n'est pas encore l'heure de l'apéritif, hein. On a encore très exactement 9 minutes et j'ai 2 questions importantes à poser à vos 3 maisons de gestion. La première, un peu plus originale, c'est votre pari pour 2026. C'est-à-dire le truc auquel on ne pense pas que vous proposerez à votre clientèle, des obligations convertibles, du private equity, de l'or, du bitcoin. Quel est l'actif ou la classe d'actifs nouvelle que vous proposeriez sous forme de pari, c'est-à-dire les 4-5% du portefeuille d'un client particulier assez original? Je veux juste rebondir sur ce qui a été dit. Voilà, encore une fois, hein, j'aime bien le pastis. Pernod Ricard, c'est formidable. Rémi Cointreau aussi. C'est peut-être quand même moins une dynamique d'avenir que voilà, le secteur technologique américain. Il faut quand même, voilà, je pense que M. Bezos, M. Zuckerberg, Satya chez Microsoft, Chen Shengwang, s'ils investissent des dizaines et des centaines de milliards de dollars, c'est bien qu'ils voient quelque chose. On a vu les résultats d'Amazon la semaine dernière. Ils nous disent qu'ils vont dépenser 200 milliards, donc 50 milliards de plus, c'est absolument colossal que ce qui était anticipé. C'est pour répondre à une demande qui croît de 30% sur un an. C'est pas pour se faire plaisir, c'est pas de l'ego de multimilliardaire, mais un point à part. Sur la bonne surprise pour 2026, moi je crois qu'elle viendra sans doute des pays émergents, ça c'est la bonne surprise. Et la mauvaise surprise, je pense qu'elle pourra venir de l'inflation. Après, voilà, on est des gérants actifs, on peut acheter ou vendre des positions. Pays émergents, on joue encore l'Inde ou on va chercher plus loin, le Brésil? Sur les pays émergents, je regarderai plutôt ce qui se passe en Amérique latine, mais bon, peut-être un peu une forme de prisme, parce qu'il y a quand même cette dynamique sur les marchés de matières premières, et c'est des marchés qui sont quand même assez peu chèrement valorisés et peu présents également. Je crois que dans un indice d'Action Monde, les marchés sud-américains, c'est même pas 1 à 2% d'un indice d'Action mondial. A priori, personne n'en a ou très peu de personnes en ont. Oui, c'est vraiment le pari. Un pari chez Candriam. L'immobilier peut-être? Non, mais chez Candriam, vous avez un économiste, et l'économiste déteste donner des paris. Le meilleur conseil qu'il puisse donner, c'est de diversifier. C'est-à-dire que vous êtes dans un monde dans lequel, même si vous êtes positif sur des actions, avoir des obligations dans un portefeuille, c'est pas absurde. Parce que si le scénario ne se déroule pas tout à fait comme vous l'attendez, les obligations vont diversifier votre portefeuille. Et donc, le meilleur conseil d'un économiste, c'est de diversifier. Ayez un peu de tout. Dans nos portefeuilles d'allocation d'actifs, on est plutôt positif, hein, aujourd'hui encore, sur les actions. On ne fait pas de paris sur une zone particulière. On est positif en général sur les actions. On a des actions européennes, des actions américaines,
On achète aussi quelques actions chinoises, etc. Donc on est diversifié sur les actions. On a des obligations, hein, en diversification. On a un peu d'or en diversification. Donc on a un portefeuille, hein, une construction de portefeuille qui permet de diversifier et de passer aussi dans les tempêtes si les choses ne se passent pas complètement comme on l'attend, hein, dans le scénario central. Alors pour Montpensier Arbevel, un petit peu d'obligations convertibles, ce qui est votre grande spécialité, non? Bah, elles ont très bien marché. Dans une année qui, à mon avis, ne sera pas aussi belle que ce qu'on décrit en début d'année, en tout cas, il risque d'y avoir des trous d'air, forcément, c'est bien. Bon, à mon avis, vous n'allez pas en vendre beaucoup parce que vos clients, ils ne connaissent pas trop cette classe d'actifs-là, mais j'aurais envie de répondre quoi à cette question? J'aurais envie de répondre, faites attention aux actifs valeurs refuge qui ont déjà beaucoup monté. L'or, maintenant l'argent, valeur refuge, quand ça a déjà pris 100 et quelques pourcents, quand même faire attention. Si je voulais être très contrariant, vous avez parlé des taux, je suis assez d'accord sur un monde où chaque semaine, vous n'a pas échappé que ça a été les logiciels, ça a été un peu les conseillers en gestion de patrimoine. Cette semaine, mardi soir, à New York. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, d'un seul coup, il y a un logiciel qui sort, qui a été fait, on ne sait pas comment, et qui disrupte les conseils fiscaux, par exemple. Bon. Et ça, c'est déflationniste. Donc les obligations dans ce contexte-là, c'est pas si mal. Si vous voulez vraiment être contrariant, vous achetez du 40 ans japonais en yen, vous avez la hausse du yen et des taux longs qui sont extrêmement hauts pour ce pays. Voilà ce que je pourrais dire. Vous pouvez même acheter la France. Je veux dire, si vous restez sur les actions, pour être contrariant et pour dire du bien de notre pays une fois n'est pas coutume, qui est un indice qui est quand même un petit peu en retard, hein, par rapport à pas mal d'indices européens et pas mal d'indices mondiaux. Je note. 40 ans japonais en yen. Ouais, il Faut faut y les venir, trouver, ça, hein. c'est le Faut les principe trouver, du hein. pari, hein. Je vous demandais le pari. Faut Voilà, les trouver. Tu veux un truc qui truc monte comme l'or spécial. l'année dernière, ben voilà. Très intéressant. On va terminer par un élément de conclusion, puisque c'est l'objet des défis du patrimoine en début d'année. C'est bon, l'année dernière n'a pas été si mauvaise que ça. Je parle de performance de gestion de portefeuille boursière, c'était très correct. 2026, alors, à nouveau une bonne année ou l'année de tous les dangers? Non, ça va être une année. On commence l'année avec beaucoup d'optimisme, donc forcément il y aura des reculs dans l'année. Moi, la vraie question, c'est la probabilité de récession américaine, si elle reste très faible. Aujourd'hui, le marché, il price une réaccélération, donc ça veut dire que c'est dans les prix. Le jour où il pricera une décélération, forcément, il y aura des soldes. Il y en a eu en avril l'année dernière, il y en aura d'autres dans le courant de l'année. Ce qui est bien, c'est qu'on a le reste du monde qui est bien orienté pour des raisons structurelles. Et en plus, l'Europe, c'est très bien. Je veux dire, vous avez un coût du capital qui est très bas. Il n'y a pas d'inflation comme vous l'avez vu. La BCE va peut-être encore pouvoir baisser ses taux, même si ça, c'est pas encore pricé. Les indices, il y a de tout dans les indices. Il y a des actions qui sont chères, des actions qui sont pas chères. Il y a de quoi être plus tranquille. D'ailleurs, vous avez noté, hein, quand la bourse américaine tanque certains soirs, la bourse européenne est assez calme, hein. Donc je pense qu'il y a quand même certaines zones de tranquillité. Il va falloir naviguer dans ce contexte-là. Faire une très bonne année, je ne sais pas en absolu, mais je pense qu'il y a moyen de gagner de l'argent, ça c'est sûr. Ben ouais, plutôt une bonne année. C'est-à-dire que si on a de la croissance économique réelle, on a un peu d'inflation, ça fait de la croissance nominale. Ça se retrouve dans les résultats des entreprises. Ça veut dire des marchés d'actions, si je regarde les anticipations de bénéfices par action en hausse de 2 chiffres. Ça veut dire des marchés du crédit qui délivrent le portage. On arrive à construire des portefeuilles crédit avec ou sans maturité, avec des rendements embarqués à plus de 5%, voilà, pour essayer de se projeter un petit peu. Donc, enfin, plutôt un bon millésime a priori. La duration 0. À duration 0. Donc pas de 40 ans japonais en yens non couverts. Pas de 40 ans, enfin pas de 10 ans américains, pas de 10 ans allemands, pas de 10 ans japonais, voire même en vendre plusieurs. Parce que si on a de la croissance économique, a priori, ça va se retrouver quand même un petit peu sur les marchés de taux. Et moi, je conclurai sur la croissance, puisque c'est plus mon domaine, vous l'avez compris. Une croissance américaine qui va rester solide en début d'année. Attention, il y a des élections. On peut avoir une deuxième partie de l'année un peu plus compliquée. Sur l'Europe, on est assez confiant. On pense que petit à petit, la croissance va accélérer. Elle accélère plus lentement que ce que beaucoup attendaient, mais il y a un virage allemand. L'Allemagne met du temps à mettre en œuvre son plan budgétaire, mais il nous semble qu'elle va le mettre. Il y a une volonté politique. Il faut faire attention. On a
beaucoup de gens étaient très optimistes l'année dernière sur l'Allemagne en disant ça y est, ça redémarre. C'est plus lent. Il faut le temps que l'argent soit effectivement dépensé, mais on pense que ça va arriver. Et on pense que du coup, la croissance européenne devrait aller vers 1,5% sur la fin de l'année, ce qui, du point de vue européen, serait plutôt une bonne nouvelle. On a une question du public. Parce que je regarde le timing. On peut répondre à une question s'il y en a une. Il y en avait une sur la duration. Oui, alors, sur les renseignements, sur les obligations, vous avez parlé tout à l'heure sur les obligations. Est-ce que les devises au niveau des obligations émergentes portent un intérêt plus que celles l'étaient il y a quelques mois? Oui, Il y a le dollar qui ouais. va baisser, il pourrait y avoir un ajustement des devises. Donc, on a, si on achète des obligations donc en devise locale, pas en euros ou en dollars, on a des rendements absolument colossaux. Parce que si je regarde, je sais pas, une obligation à court terme brésilienne, ça paye, ça offre un rendement à 12%. Donc ça, on arrive à aller chercher, voilà, il y a du portage. Après, voilà, si moi je le vois, tout le monde le voit. Donc, voilà, c'est pas. Mon point, c'est que c'est pas anodin. Mais on trouve clairement un surcroît de rendement intéressant sur les obligations émergentes en devise, en devise locale. Et on pense notamment à l'Amérique latine. Est-ce qu'on peut latine. couvrir ce type de Oui, placement? on peut couvrir ce type de placement. Par contre, Ça voilà, va manger quand tout. on couvre un marché de change, voilà, on Oui. achète Plus 12, des moins obligations, on va dire, à court terme, on en vend d'autres. Donc, ce différentiel de taux-là, il est moins attractif. Mais on a quand même un surcroît de rémunération sur les instruments de dette des pays émergents. Et il y a un autre phénomène, c'est-à-dire que la désinflation dans les pays émergents, elle s'est faite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le « Ah, mais non, l'inflation, c'est ponctuel, etc. » Non, quand il y a, je ne sais pas sous votre couvert, quand il y a, je sais pas, 60% du panier d'inflation dans un pays émergent qui est lié à des prix de l'alimentaire, quand vous êtes un banquier central ou vous êtes un politique, vous ne pouvez pas attendre en vous disant non, mais ça va passer. Non, vous êtes obligé de mettre un tour de vis et de remonter vos taux de politique monétaire. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des taux réels, donc des taux d'intérêt au-dessus du niveau de l'inflation qui sont absolument élevés. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces banques centrales-là, elles ont beaucoup plus de place qu'une réserve fédérale pour baisser ses taux, parce que la réserve fédérale, ça fait quand même quoi, 57, 58 mois qu'elle est au-dessus de sa cible d'inflation. C'est long, 57 mois. Ce n'est pas le cas dans un pays émergent. Donc, il y a beaucoup plus de place pour baisser les taux, et qui dit baisse de taux, toute chose égale par ailleurs, ça veut dire le prix de l'obligation qui remonte. En cas d'accélération de l'économie mondiale, il n'y a pas un risque justement de dérapage de l'inflation US? Il n'est pas là le principal danger? Bon, je crois que... Pour moi, c'est pas le mien, mais on en parle. On en parle dans le marché. Aujourd'hui, ma lecture, c'est ça, et je comprends qu'on la partage pas. Ma lecture, c'est le marché price en ce premier trimestre une réaccélération conjoncturelle de l'économie américaine. Donc, qui dit réaccélération dit pression sur la hausse des prix, etc., etc. Mais comme vous avez compris, je vois un cran plus loin, et c'est pas mon scénario. À mon avis, c'est pas le piège à avoir en tête. On risque d'avoir des déceptions, peut-être des surprises à la baisse sur l'inflation, c'est mon point de vue. Il est contrariant et il n'est pas consensuel, donc je comprends que mes confrères ne soient pas d'accord. Je ne sais pas s'il est consensuel, parce qu'aujourd'hui, les anticipations d'inflation aux États-Unis, elles sont entre 2 et 2,2 sur du moyen terme. Moi, je pense que c'est le risque. Si j'essaye de... Voilà, c'est important quand même de trouver un consensus, on n'est pas là pour se taper dessus. Peut-être qu'une façon de joindre tout ça, c'est plutôt d'acheter des obligations nominales aux États-Unis, c'est d'acheter des obligations indexées à l'inflation. Et comme ça, s'il y a une surprise sur le front de l'inflation, on en bénéficiera en partie via la composante anticipation d'inflation. Ça peut être une façon de gérer ses risques, comme vous dites, de diversifier ses investissements sans trop s'exposer à ce risque-là que l'inflation accélère. Je crois que c'est un vrai risque, a fortiori, parce que, encore une fois, en mars, il y a la saison fiscale, c'est-à-dire que les Américains, ils payent l'impôt à la source, et puis après, ils sont remboursés. Et ça arrive à peu près au passage du premier au second semestre. Quand ça arrive, c'est un peu comme quand vous gagnez au loto. Quand vous grattez le ticket, 1 000 euros, vous n'allez pas les économiser. En général, vous allez les dépenser. Et le risque, c'est bien ça, c'est que ce soit dépensé. Je vais laisser l'économiste vous dire ce qu'elle pense. Alors, nous, on est sur un scénario dans lequel l'inflation est un peu plus élevée que l'objectif de la Banque centrale. On va rester entre 2,5 et 3%. On ne croit pas qu'il y ait une explosion de l'inflation. Il faut se rappeler aujourd'hui qu'il y a peu de création d'emplois en termes nets. On n'a pas de pression sur les salaires. Les salaires ont plutôt tendance à décélérer.
Et on ne voit pas les salaires réaccélérer rapidement dans un monde où les entreprises sont très prudentes sur les recrutements. Il n'y a pas de licenciement, mais il n'y a pas de recrutement massif aujourd'hui aux États-Unis. Il y a une grande prudence. On est dans un monde dans lequel on a des faibles recrutements et des faibles licenciements. Et dans ce monde-là, si vous regardez les salaires aujourd'hui aux États-Unis, ils ont plutôt tendance à ralentir. Les gains de productivité, les entreprises les gardent pour essayer de préserver leurs marges et ne les redistribuent pas. Et donc, si vous regardez l'évolution des salaires et les tensions sur le marché du travail, on a plutôt un marché du travail qui a eu tendance à se détendre. Le taux de chômage en tendance, il reste bas, mais il est quand même remonté. On est passé de 3,6 à 4,3%, donc en tendance, il remonte un peu. Et donc, il n'y a pas de raison d'avoir une spirale prix-salaire qui ferait exploser l'inflation aux États-Unis. On a des gains de productivité extrêmement élevés, là aussi, qui nous disent plutôt que l'inflation devrait se modérer, même si elle reste un peu plus élevée que ce que souhaiterait la Banque centrale. Merci beaucoup, c'est très clair. Réponse sur l'inflation, je crois que c'est demain. On a le dernier chiffre d'inflation américaine. Donc on verra, madame, messieurs, si vos pronostics se vérifient. Un point ne fait pas la tendance. 57. Oui, mais enfin, si elle monte à 3,5, ça va faire mal. Ce qui n'est pas l'anticipation pour le moment. Merci de votre attention. J'espère qu'on pourra bénéficier de vos avis si vous restez encore un tout petit peu autour d'un café ou d'un Pernod Ricard. C'est ce que tu voulais, Sébastien, tout à l'heure. Oui, j'ai pas expliqué pourquoi il fallait shorter Nvidia, mais je le fais auprès du café. Nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup.